Salut Anthony, Salut, bienvenue sur Serial Entrepreneur, le podcast des entrepreneurs. merci pour l'invitation. Merci à toi d'avoir accepté, je suis très heureux de t'avoir dans ce podcast. Très heureux pour plusieurs raisons, parce que déjà tu es quelqu'un de très, très clivant. Puis voilà, tu as un parcours, je pense, très inspirant aussi. On va pouvoir en parler. Donc le podcast, il va se faire sur plusieurs parties. On va forcément parler de toi, de ton histoire. On va forcément parler de Feed aussi. Il y aura aussi une partie un peu post-Covid, voir un peu comment Feed a traversé la crise. Et puis on terminera le podcast avec des petites questions assez rapides, assez sympas, très, très tranquillement. Allez, feu, on y va. Donc première question sur ton parcours. Et je sais qu'il y a potentiellement pas mal de choses à dire. Quel a été ton parcours avant d'entreprendre ? Parcours compliqué, sinueux, mais qui fait aussi ce que je suis aujourd'hui. Donc tous les échecs que j'ai rencontrés m'ont permis d'être la personne qui a réussi entre guillemets avec Feed. Donc c'est pour ça que je crache pas dans la soupe et que je suis content d'avoir vécu des trucs difficiles parce que ça m'a enrichi et c'est pour ça que j'adore l'échec en fait, parce que je trouve qu'on apprend beaucoup plus au cours de nos échecs que lorsqu'on gagne, parce que quand on gagne on est heureux, on fait la fête, mais on n'en tire pas vraiment de leçons, alors que quand t'échoues, vu que tu vas y repenser, tu vas te remuer ça dans le cerveau 10 fois, 20 fois, bah, t'apprends et tu te prends des notes et tu te dis la prochaine fois je ferai pas ça, sachant que je suis convaincu que la réussite n'est pas reproductible alors que l'échec l'est. C'est-à-dire que si tu refais exactement la même chose qui t'a conduit à la réussite une fois, t'es pas sûr de réussir à nouveau. Alors que si tu refais les mêmes erreurs qui t'ont déjà fait échouer, t'es sûr de rééchouer aussi. Donc parcours compliqué, puisqu'à 15-16 ans je me retrouve à la rue. Parents un peu bizarres, père violent, mère un peu dépressive, etc. Donc par la force des choses, à 16-17 ans, je me retrouve dans une situation très compliquée, à vivre chez les uns, chez les autres. Tout le monde me dit que j'ai tout intérêt à travailler chez McDo ou dans je sais pas quel fast-food, à vendre des frites. Mais je sais pas pourquoi, je suis persuadé que mon destin peut être plus sympa que ça. Tu vois, je reste ultra ambitieux malgré que le destin ne m'ait pas attribué les bonnes cartes, on va dire. Donc je continue mes études, je fais plein de petits boulots. Je commence en vendant des trucs très basiques. J'ai un sens paysan assez affûté, c'est-à-dire que je suis un centimier, je gagne euro après euro. Mais par contre, j'économise beaucoup. Je sais comment placer l'argent, je sais comment créer de l'argent. Donc au début, j'achète des fringues, des fausses fringues de marque que je revends dans mes collèges, dans mes lycées. Après, je fais pareil avec les scooters, puis je fais pareil avec les voitures, puis je fais pareil avec l'immobilier, puis avec des immeubles. Et après, on fait de l'import-export, on fait du trading. On attaque vraiment sur tous les fronts. J'ai cette capacité, cette chance de pouvoir en même temps parler aux très pauvres comme aux très riches. Donc, je fais le caméléon et c'est ce qui me permet de créer ce qu'on appelle des club deals, de manière à leverager l'argent de mes potes riches, à faire un levier avec leur capacité d'emprunt, tout en leverageant la capacité de travail de mes potes pauvres, comme moi, qui sont prêts à beaucoup travailler le soir et le week-end inclus. Et du coup, c'est ça qui nous permet de créer de la valeur en apportant quelque chose à chaque partie. C'est-à-dire que les riches, ils sont contents parce qu'ils foutent rien et ils font travailler leur argent, et les pauvres, ils sont contents parce qu'ils gagnent de l'argent. Donc en fait, tout le monde est heureux, et ça, pour moi, c'est le premier critère du business. Il faut que tout le monde gagne, tu vois. Et du coup, très vite, je développe une sorte de réseau de potes, d'investisseurs autour de moi qui sont satisfaits de mon implication, et ça me permet toujours, quand j'ai besoin d'aller chercher de l'argent, d'en trouver rapidement. Donc on fait beaucoup de business en France, à l'étranger, en parallèle de mes études. Je vais très peu à la fac. Je fais bac scientifique, fac de droit, master 2, droit privé général, et un deuxième master 2 en droit de l'immobilier en parallèle. Je le fais pour le faire, pour avoir de la légitimité, mais je crois absolument pas au système scolaire tel qu'il est établi aujourd'hui. Je pense que c'est une perte de temps. La preuve, moi, j'ai pas été en cours une seule fois. Je payais mes chargés de TD pour qu'ils mettent des bonnes notes. Et c'est comme ça que j'ai réussi. Donc le système est foireux. Je pense que tu peux apprendre énormément et très rapidement. Donc tu vois, je crois beaucoup aux cours en ligne ou aller améliorer tes skills naturels. Je pense qu'on en a tous. Je dis pas qu'il faut complètement mettre de côté les maths, le français, mais si tu adores une matière, torche cette matière à 200% et fais ce qui te plaît en fait. Je trouve ça aberrant en fait, et je divague un peu là, je pars dans le truc éducation, mais
tu vois, moi, savoir, est-ce que tu te souviens si Saturne est plus proche de la Terre que Pluton, par exemple? Non, tu vois, puis en plus, on s'en fout, quoi. Et pourtant, on va t'apprendre ça pendant des années. Des chartes historiques hyper précises, tu vois, dans le temps, clair. dans des années. Tout le monde s'en fout, on n'en parle jamais. Et à côté de ça, 25% des jeunes ne savent pas lire un bilan. Je voyais des chiffres l'autre jour aberrants. Ils savent pas ce que c'est qu'une top line, une bottom line, EBITDA. Et ça, pourtant, c'est du concret, c'est du factuel, c'est au quotidien. Tu vois. Quand tu fais tes impôts, tu as intérêt à comprendre comment ça marche. Parce que sinon, tu vas te prendre des douilles. Bon, bah, au lieu d'apprendre des trucs inutiles, apprenons aux jeunes des trucs qui vont leur servir dans la vie pour faire de l'argent, des trucs concrets. Donc voilà, histoire particulière, mais c'est aussi ce qui m'a nourri et ce qui me permet d'en être là aujourd'hui. Carrément. Et puis aujourd'hui, la chance qu'on a, c'est que tout le monde peut s'auto-former en fait sur un peu tout en fait, sur tous les sujets. Ce qui n'était pas forcément possible il y a, je sais pas, une vingtaine d'années, tu vois. Ouais. Et moi, ce qui m'impressionne forcément dans ton parcours, c'est ta résilience en fait. C'est-à-dire de partir un peu sans rien, j'ai envie de dire, tu vois. Et de réussir à trouver toute cette énergie, toute cette rage qui va te permettre de développer au départ des petits business, la revente de scooters, de fringues, etc. Ensuite passer sur des business un peu plus high level comme l'immobilier et jusqu'à arriver à cette superbe histoire qui est Feed. Donc on est en 2016 du coup, fin 2016. Ouais, c'est 2017, on lance officiellement janvier 2017. C'est ça. Qu'est-ce qui a fait que tu as monté Feed ? C'est un problème personnel. Je pense que les startups qui marchent bien et qui sont bien incarnées, elles sont là pour résoudre un problème de fondateur à la base. Et ensuite, il voit que ça marche bien pour lui, il se dit bon, je vais le proposer aux autres. Et ça, j'en suis persuadé. Tu vois, ceux qui cherchent un business pour faire de l'argent, c'est toujours foireux parce que l'argent, c'est pas la bonne raison de le faire. Il faut gagner de l'argent. Moi, je suis le premier, je suis un capitaliste pur et dur, mais un capitaliste méritocratique. Tu vois, je suis pas un capitaliste héréditaire. C'est-à-dire que je considère que c'est pas parce que tes parents avaient de l'argent que toi, tu peux rester sans rien foutre toute ta vie. Au contraire, tu dois générer de la valeur constamment. Je pense que même les impôts devraient être basés sur ce que tu génères en tant que recrutement, en tant que valeur pour le pays, etc., etc. En gros, je bossais beaucoup à l'étranger, je voyageais énormément, je perdais du poids parce que je sautais des repas, je faisais beaucoup de sport quand j'étais jeune et là je voyais que je perdais du poids énormément. Je me suis dit c'est pas possible, il faut que je trouve une nouvelle manière de m'alimenter parce qu'en sautant des repas et en mangeant des pizzas surgelées, je vois que je suis pas bien, tu vois. Et en cherchant sur le marché, je trouvais que des produits de régime, des produits pour les mecs qui vont à la salle de muscu, tu vois, qui poussent énormément et qui surchargent en prot, mais pas un repas complet. Et du coup, il y avait une marque aux US que j'avais spotée qui s'appelait Soylent, qui faisait exactement ce que je cherchais, mais ils ne livraient pas en Europe, donc c'est toujours pas le cas d'ailleurs. Aujourd'hui, ils font 200 millions de chiffre d'affaires à peu près aux US, tu vois, ça vaut 1 milliard, donc ça a bien grossi. Et je me suis dit, on va faire pareil, mais pour mes besoins, je pensais même pas le commercialiser. Et on l'a fait à la française. Et très rapidement, ça a fonctionné. Mes potes de potes en ont consommé organiquement, tu vois, ça a grossi. On a fait des précommandes, 10 000 repas précommandés en ligne. Après, j'ai levé 500 000 euros en janvier 2017, puis 3 millions, puis 15 millions, puis X millions. Exactement. Et ça s'est emballé, quoi. Et justement, pour créer ce produit, comment t'as fait ? Hyper basique, je pense, comme tu le disais tout à l'heure, qu'on peut tous se former online. Faut lire des bouquins. Moi, tu vois, la nutrition, c'est pas un truc. J'ai pas fait de formation. Tu t'es toujours accompagné par des nutritionnistes ? Pas du tout. Au début, je l'ai fait en solo, dans ma cuisine. J'ai tracé un Excel hyper basique qui répertoriait les macros et les micronutriments. Macros, c'est protéines, glucides, fibres. Protéines, glucides, fibres, lipides. Voilà, je sais que j'en oublie un. Et les micros, c'est minéraux, vitamines et oligo-éléments. Et donc, en jouant avec les matières premières que je rajoutais, flocons d'avoine, graines de sarrasin, farine de lin, huile d'olive, je voyais qu'il manquait telle ou telle case et je jouais avec les ingrédients. Je rajoutais deux vitamines, tu vois, que j'avais acheté à la pharmacie et je savais que j'avais à peu près tout à l'intérieur. Hyper pratique. Donc en faisant un shaker je me mettais toute la poudre et du coup, le week-end, on se retrouvait avec mes potes en mode, on fait un atelier feed et on en faisait, je sais pas, 5 kilos, tu vois, et on se le répartissait entre nous pour la semaine. Et après, on faisait 10 kilos, puis 20 kilos, puis 30 kilos. Puis à la fin, je dis, bon, les gars, tu vois, il y a un truc là, tu vois, faut réfléchir au business model. Et du coup, je l'ai fait comme quand je faisais de l'immobilier. C'est-à-dire que moi, j'achète jamais un appartement. J'achète un immeuble dégueulasse que personne ne veut, mais je sais au moment où je l'achète ce que je vais faire avec. Je vais le surélever, je vais le découper, je vais le remettre bien. Et c'est là que tu gagnes de l'argent. Donc, je voulais pas internaliser la production, je voulais l'externaliser avec des copackers, donc des personnes qui allaient le faire pour moi, pour être hyper agile et profiter de leur chaîne de production
aseptisé, chambre blanche, des trucs hyper pointus, tu vois, qui m'auraient coûté un bras si j'avais voulu le mettre en frais fixe. Et du coup, j'ai été leur vendre le truc en leur disant voilà, moi j'y crois beaucoup, regardez, je mets mon argent perso dedans, donc c'est que je suis convaincu, etc., etc. Et après, tout a grossi extrêmement vite. Et heureusement qu'on a fait comme ça parce que tu vois, maintenant on vend des millions de repas chaque mois. Et j'aurais jamais pu tenir le rythme et l'accélération si j'avais fait ça dans ma cuisine. Bah, c'est clair. Mais ce qui est marrant, c'est que du coup, les premières semaines, tu as testé ça chez toi pour tester un peu ce que tu pouvais en faire. Et puis après, tu t'es dit, bah, là, il y a une opportunité, donc je vais pouvoir industrialiser tout ça, quoi. Le POC, le fameux, C'est ça, la preuve de concept. Voilà, c'est exactement ça. C'est important, je pense. Moi, j'ai pas la chance d'être backé. C'est-à-dire que je connais personne dans ma famille qui va me dire Anthony, t'inquiète, si tu te loupes, on va te donner un parachute et puis t'auras un toit. Moi, c'est-à-dire que si je me loupe, c'est chute libre. Tu vois, j'ai rien. Enfin, j'ai personne qui me sauvera. Et du coup, à chaque fois que je fais un business, je dois calculer si ça sert à quelque chose que j'y passe du temps. Et je préfère travailler 3 mois pour rien à fond et au bout de 3 mois couper le projet si je vois qu'il n'est pas intéressant ou rentable, plutôt que de me faire des hypothèses saugrenues en me disant oui, mais dans 4 ans, je pourrais peut-être le financer si j'ai tant de clics. Non, moi je veux que ça rapporte tout de suite. Je suis un paysan. Donc tu vois, j'achète une bouteille, cette bouteille elle me coûte 1 euro. Si je la vends 2, mon truc il marche parce que je gagne 1 euro de delta. Bon, si je vois que la bouteille, je l'achète 1 ou qu'elle me revient 1 et que je peux pas la vendre plus que 1, bah, je fais pas le business, tu vois. Et donc, quand j'ai vu que ça tenait, mon modèle, bah, là, j'ai accéléré. J'ai été voir des fonds et je leur ai dit, voilà, j'ai besoin d'argent, faut accélérer. Je pense que peu importe ton produit, à ce stade-là de maturité, quand tu es early stage, le plus important, c'est l'énergie que tu vas transmettre. Et maintenant que j'investis énormément dans les startups, je parie à fond sur l'humain. C'est-à-dire que j'en ai rien à foutre, moi, de son produit ou de sa vision ou de ce qu'il veut faire. Ce que je veux, c'est comprendre qui il est, comment il évolue, est-ce qu'il est capable d'apprendre, est-ce qu'il va vite, est-ce qu'il est intelligent, est-ce qu'il est déterminé, est-ce qu'il est résilient, est-ce qu'il est ambitieux. Le reste, c'est du blabla, tu vois. Le produit, il évoluera, etc. Bon, évidemment, il ne faut pas qu'il me sorte une idée pourrie, quoi. Mais si l'idée est bonne, basique, et que le mec est bon, on y va. Et j'ai des exemples... comme les Miraculeux avec David qui est un fondeur chez qui on a investi. Il avait commencé en faisant des jus. On savait que ce produit là il marcherait pas, mais le mec était tellement bon qu'on savait qu'il allait être capable d'être agile, de switcher le modèle, et c'est ce qu'il a fait. Il a fait des gummies derrière qui cartonnent, et aujourd'hui il fait des chiffres de ouf alors que c'est sa première année. Ils sont pas nombreux dans l'équipe, mais ça dépote. Il n'y a pas de secret, c'est des gens qui sont efficaces et c'est ça qu'on doit trouver. Donc on a levé de l'argent, 500 000 euros, et puis après ça s'est accéléré et ça s'est emballé. Bah, c'est clair, ce qui est impressionnant avec Fit, c'est qu'au final la société elle est quand même assez récente, parce qu'elle a été créée en 2017, et qu'en 3 ans vous avez quand même bien dégommé le marché, si je puis dire. Donc ouais, c'est impressionnant. Et tu parlais un peu de recrutement, justement. Comment tu as géré ces premiers recrutements dans la société ? C'est la clé, et si on a stratégique. Dégommé le marché, comme tu dis, c'est grâce à l'humain. Il y a beaucoup de blabla dans l'univers startup où on va te parler d'happiness manager, de baby-foot, de je sais pas quoi. Startup Nation. Startup Nation, il faut faire des cafés avec les gens et puis faut faire du yoga le matin. Moi, je suis un mec très basique. Je pense que c'est que le travail qui fait la différence. Donc évidemment, tu as l'ambiance, évidemment, tu as l'énergie. Mais ce que je veux dire, c'est que pourquoi Feed a réussi alors qu'on avait 2-3 concurrents quand on a commencé qui étaient là depuis 6 mois, 1 an et que depuis ils ont tous fait faillite, c'est simplement qu'on a plus travaillé qu'eux. Nos produits n'étaient pas meilleurs, n'étaient pas plus intelligents, mais quand ils partaient en vacances, nous on travaillait. Quand ils partaient à 18h, nous on travaillait jusqu'à 21h. Quand ils partaient en week-end, on était au bureau. Donc à un moment, tu vois, ça prend le dessus sur... Il n'y a plus de rationalité. Tu es obsédé par ce que tu fais. Et quand tu es obsédé par ta réussite, tu y arrives. Donc, comment tu fais pour trouver une équipe qui a autant envie que toi ? Il faut aller chercher des gens qui ont quelque chose à prouver. Il faut aller chercher des gens qui sont écorchés vifs, qui sortent pas des grandes écoles et qui n'ont pas été couvés par papa-maman qui leur ont donné de l'argent depuis qu'ils sont tout petits. Il faut trouver des gens qui ont les yeux qui brillent quand tu parles avec eux. Et il faut les incentiver. Il faut leur dire, les gars, vous n'allez pas juste gagner votre salaire, on va changer votre vie. C'est-à-dire que quand vous arrivez chez Feed, vous êtes incentivé. Aujourd'hui, toute l'équipe de Feed a l'équivalent de 4 ans de salaire en equity chez Feed. C'est-à-dire qu'en gros, ils ont tous l'équivalent ils ont 4 fois leur salaire en equity dans la boîte. Donc, ils sont actionnaires. Ce n'est pas juste des employés. Ils sont associés avec moi. Et en fait, ça peut changer leur vie. Il y en a qui seront millionnaires quand on vendra Feed ou quand on exitera Feed. Et c'est ça, en fait, le vrai kiff. Parce que moi, en fait, si tu veux arriver à un certain stade, que tu es...
X millions ou X plus 2 millions ou X plus 3 millions, ça change plus grand chose, tu vois. Mais par contre, le kiff de te dire j'ai participé à une aventure, tu vois, où j'ai changé la vie de quelques personnes. Ils ont changé leur propre vie par eux-mêmes, tu vois. Mais disons que je leur ai donné l'opportunité d'y aller plein pot. C'est exceptionnel. Et je sais que si je refais une aventure, ils seront là, tu vois. J'ai des soldats. C'est-à-dire que moi, en toute modestie et en toute humilité, je pense que j'ai créé une équipe. C'est pas une équipe, tu vois. C'est une armée. Mais vraiment, tu vois, c'est militaire. C'est-à-dire que si demain je leur dis les gars venez on saute par la fenêtre, il faut y aller tout de suite, vous devez me faire confiance, ils viendront. Et il y en a qui vont dire oui c'est n'importe quoi, c'est un gourou machin. Mais en fait t'as besoin d'avoir un leader au début de l'aventure qui dit il faut aller là-bas. Tu vois, c'est pas une question de c'est pas une démocratie, je sais pas quoi, t'as pas le temps de débattre. Et le leader peut se tromper, tu vois, et ça m'arrive parfois je fais des mauvais choix. Mais on apprend toujours de ses choix. Et l'équipe elle est exceptionnelle. Être des potes, elle est impliquée et je sais que je ferai d'autres projets et qui seront avec moi aussi, tu vois. Et là, tu crées une histoire qui est belle, c'est-à-dire que c'est pas une famille de substitution. Il y en a qui disent oui, non, il n'y a pas de famille en fait, on n'a pas de lien de sang, tu vois. Donc c'est pas ma famille, mais c'est une équipe de sport. On est tous au max et chacun joue à son poste et chacun est là pour aider l'autre. De la performance. Ouais, c'est de la performance. On est là pour performer et c'est dur, tu vois. Tu disais tout à l'heure résilient, c'est ça, ma vie est un combat, quoi. C'est un enchaînement de problèmes. Les gens pensent que c'est cool, tu vois, mais c'est pas cool. Honnêtement, c'est chaud. Le nombre de problèmes qu'on a gérés. Ce sera cool quand tu auras fait un exit et puis que. Voilà, ce sera cool quand on aura fini. Même si aujourd'hui on a fait des cash out, on n'a plus de problème d'argent, etc. On a de l'immobilier qui sont. Je veux faire une grosse réussite. Et tu vois, une grosse réussite, ça passe pas juste par l'argent. Ça passe par, tu dois exit la boîte. Là, pour le moment, Fit, c'est cool, c'est un bon début. Mais c'est pas une réussite. C'est une réussite quand on aura fait un IPO à je sais pas combien, ou quand on aura un grand groupe qui nous aura acheté des centaines de millions. Là, on pourra dire ouais, c'est une réussite. Parce que nos investisseurs qui nous ont fait confiance ont gagné de l'argent, parce que nos équipes auront vendu leur BSPCE et leur vie aura changé. Là, on pourra parler de succès collectif. Pour le moment, c'est un bon démarrage. Tu vois, c'est tout. Okay. Il faut pas péter plus haut. Parce que tu as beaucoup de startups qui s'emballent. Ils ont levé 3 tours de table, 50 millions, 100 millions. Ils pensent que c'est un truc de ouf. Tout peut aller très vite. Ouais, on est la résultante d'un marché global. C'est-à-dire que je considère pas que Fit c'est moi, tu vois. Moi, je suis le porteur de drapeau. Derrière, il y a l'équipe, il y a nos partenaires industriels, tu as les investisseurs et tu as le marché que je maîtrise pas. Le fait que la banque centrale a mis tellement de cash que tous les invests ont de la thune à déployer, tu vois. S'il n'y avait pas ce segment macro que je maîtrise pas, on n'aurait pas pu lever autant d'argent. Bon, ben, Fit n'existerait pas. Donc, tu vois, il faut rester hyper humble sur pourquoi j'ai réussi, pourquoi j'ai pas réussi. T'es un jeton, tu vois. T'es un jeton sur tous les chéquiers. Donc, oui, puis il y a beaucoup de facteurs qui rentrent en compte. Il y a une part de hasard. Alors, je crois pas à la chance, parce qu'il y en a qui disent ah, t'as de la chance, t'arrives au bon moment. Je suis pas d'accord. Pas de chance, tu vois. La chance, tu la crées, tu la saisis, c'est de l'opportunité. Mais à côté de ça, ouais, il faut rester humble. Et c'est pour ça aussi qu'on a fait une fondation qui s'appelle Feedback, où on va renvoyer, tu vois, l'ascenseur auprès des jeunes pour te dire l'écosystème m'a donné, faut que je renvoie. Tu vois, c'est hyper important. On en reparlera juste après. Ça roule. Pour revenir à cette question, par exemple, les 10-15 premiers recrutements, comment est-ce que tu avais des petites questions comme ça qui te permettaient de bien sélectionner les gens? Est-ce qu'il y a eu des erreurs, forcément? Ouais, des erreurs, j'en ai faites. Et en recrutement, tu es obligé d'en faire. Tu es obligé de parier à un moment, tu vois. J'ai fait des belles erreurs, mais globalement, je suis plutôt satisfait. Les personnes que tu vois aujourd'hui dans les bureaux, bon, aujourd'hui on est en télétravail, donc il n'y a pas grand monde, c'est tous ceux que j'ai sélectionnés moi personnellement. Après on a pris des RH, ça n'a jamais marché. Parce que j'ai perdu la connexion. Tu vois, j'ai eu plusieurs phases dans l'aventure Feed. La première phase où j'étais ultra présent, je faisais tout, c'est pas compliqué, j'étais sur tous les sujets. Ça marchait hyper bien. Puis après, plus j'ai verticalisé, plus j'ai délégué, plus j'ai fait confiance, plus ça a planté. Parce qu'en fait, on perdait l'énergie et on s'embourgeoisait. Tu vois, on devenait des nantis un peu. On avait de l'argent, bon, ben, on payait ça. Et puis là, on payait ses outils. Sauf qu'avant de payer un outil, on tordait le contrat dans tous les sens. On négociait 4 fois au téléphone avant de le payer. Et on était devenu un peu le cliché de ce que moi je dénonce, quoi. Tu vois, les gens qui ne respectent plus l'argent parce qu'ils ont tellement levé que
ça part en sucette. Quoi. Tu crames. Et ouais, parce qu'en fait, t'as cash tellement burn, d'argent, il faut aller tellement vite. Tu vois, les VC te mettent aussi. Enfin, c'est le jeu, c'est pas eux qui te mettent la pression. Mais tu vois, quand tu lèves à des valos de ouf, bah, il faut que tu fasses toujours plus de top line. Et en fait, t'as plus le temps de négocier les petits trucs, juste tu veux faire du chiffre. Donc tu dois aller très vite, tu recrutes, bon, tu prends 10 personnes d'un coup. Et donc tu perds ce qui faisait ta force, bien sélectionner les profils. Et du coup, pour revenir à ta question, le feeling, j'ai pas de question type, t'as toujours des gens qui vont dire alors moi je pose toujours la même question pour... En fait non, c'est un échange. Moi je fais pas un entretien, je fais un échange. Tu vois, je parle avec la personne et limite c'est un truc psychologique. C'est-à-dire que je veux comprendre qui elle est, qui sont ses parents, si elle a des frères, des sœurs, si elle a un chien, si elle aime le sport. Je veux vraiment parler avec la personne. En fait, moi je viens en dernière phase, donc on a 3 phases de recrutement. On a les managers, on a ensuite une personne aléatoire de l'équipe qui rencontre pour voir si ça fit, et moi en 3e. Moi quand tu me rencontres, c'est plutôt bon signe, c'est que tu as passé les parties skills. Donc moi je vais juger l'humain. Et après, s'il y a besoin, on fait un rendez-vous tous ensemble pour voir s'il y a une bonne ambiance, parce qu'avant tout, on est un groupe et il faut que tu vois ça fit. Il faut pas des caractères bizarres, lunatiques ou des trucs comme ça. On en a eu quelques-uns et c'est toujours compliqué à gérer. Tu vois, le mec, un jour, il est content, le lendemain, il fait la gueule. Ça, c'est relou, tu vois. Donc, l'humain, franchement, si je peux donner un conseil, c'est celui-ci. Trouvez bien vos premiers partenaires, trouvez bien les 10 premières personnes. C'est elles qui vont définir votre succès. Si vous trouvez pas les 10 bonnes premières personnes, c'est un échec assuré en fait. Il n'y a même pas de débat. Ça sert à rien de vous battre. Coupez la boîte, remontez-en une autre. C'est trop compliqué l'humain. Donc les 10 premiers, ils sont clés. Ok, un conseil important pour des entrepreneurs. Pour revenir un peu à l'histoire de Feed, est-ce que tu peux me détailler assez rapidement les grandes étapes par exemple, je sais pas, une phrase pour une année, même si ça allait super vite. Non, c'est les 3 étapes que je décrivais tout à l'heure. Je dirais la première année 2017, c'est l'opérationnel pur et dur. Donc je suis dans une phase très concrète où task doer, tous les jours je fais des tâches et je réfléchis pas, je m'organise pas, juste je descends des tâches. Tu vois, c'est violent, vraiment c'est violent, c'est terrible. On fait que ça. Pas de vie perso, pas de sortie, pas de ciné, pas de vacances, pas de week-end, juste on taffe très dur, mais en même temps ça me plaît. Après il y a la deuxième phase 2018 où là on est plus dans une phase de recrutement et du coup je deviens recruteur et on recrute à la chaîne, mais un peu trop à la chaîne, du coup tu vois on perd un peu l'essence de ce qui faisait notre force. Et après 2019 je dirais que c'est une année de management. Là je manage et je m'ennuie énormément, tu vois c'est... Moi, je suis un peu un autiste en fait. Et vraiment, j'ai des coachs et tout qui me suivent qui disent t'es pas clinique, mais t'es pas loin. Tu vois, t'es border. Moi, j'aime bien être très organisé. Machin, j'ai mes trucs. C'est vraiment un peu machine. Et là, tu vois, c'est des détails, mais il y a 100 personnes, faut parler aux gens. Moi, en fait, j'ai aucun intérêt à leur demander t'as passé un bon week-end, ça ne m'intéresse pas. Et malheureusement, quand t'es manager, tu dois faire ça. Tu vois, tu dois dire bonjour le matin. Moi, je dis pas bonjour le matin. Tu vois, ça m'intéresse pas. Je vais pas passer voir 100 personnes. Bonjour. Enfin, ça n'a aucun intérêt. Je perds 20 minutes pour rien. Alors que je viens, 20 minutes, je fais des mails, tu vois, j'avance. Et quand ils viennent, on se parle. On n'a pas besoin de se dire bonjour, tu vois. Je trouve ça relou, en fait. Mais ça, t'as besoin de le faire quand t'es une grosse équipe. Et ça, 2019, grosse frustration parce que on passe trop de temps sur des trucs qui, moi, ne m'intéressent pas. Et je perds le fil, je perds la connexion avec l'équipe. Et c'est pour ça que je restructure début 2020 pour me dire je ne me refais pas une année comme ça où c'est ultra verticalisé. J'ai des managers de managers. J'horizontalise la boîte, l'org chart, et je repars sur tous les sujets. Et donc là, je fais une 4e phase où en fait, je reviens au début. C'est un peu une sorte de renaissance. Et c'est pour ça qu'il faut être résilient parce que du coup, tu te dis putain, j'ai quasiment perdu 2 ans où j'ai essayé un truc qui n'a pas marché. Est-ce que ça vaut le coup de remettre ? Ben oui, parce qu'il faut accepter l'échec, l'affronter, le regarder, en tirer des conclusions et te dire je dois accepter que les 2 dernières années ont été un échec, même si on a continué à faire des gros chiffres et tout, mais d'un point de vue énergie, d'un point de vue feeling, revenons en arrière. Et la plupart des choix que je fais aujourd'hui, en 2020, c'est revenir sur les premiers choix intuitifs que j'avais fait en 2017, alors que j'avais pas été formé, j'avais pas de coach, j'avais pas d'investisseur, j'avais pas de machin. C'est ouf en fait, c'est un cercle, tu vois. Et je reviens en arrière. Mais c'est ce qu'il faut. Et il faut avoir l'humilité de te dire, j'ai fait de la merde pendant 2 ans, tu vois. Je suis dur avec moi-même, mais c'est volontaire, tu vois. Parce que ça va, il y a pire quand même. Il y a pire, mais tu vois, tu peux toujours faire mieux. Et en fait, moi, je suis, et c'est ce que je demande aux équipes, toujours mécontent. J'essaie toujours de faire plus. Et tu vois, genre, même si je fais un truc très bien, j'aurais dû le faire mieux. Et c'est pas que je suis un éternel insatisfait parce qu'il faut savoir apprécier ce qui a été fait. Et je reconnais le travail incroyable des équipes, etc. Mais
on aurait dû faire plus que ce qu'on a fait, tu vois. Est-ce que tu penses que ce mindset, il est inné? Ou est-ce que tu penses que ça s'acquiert avec des expériences, avec le temps? Ou est-ce que tu penses que soit tu l'as, soit tu l'as pas en fait? Je pense que tu as une part d'intuitif, une part d'inné, effectivement. Moi, j'ai toujours été un compétiteur. Quand j'étais jeune, je faisais des sports de combat, de la natation. J'aimais être contre moi-même, avec la natation, contre les autres, avec les sports du combat. Et je voulais gagner. Tu vois, moi, je participe pas, ça ne m'intéresse pas. J'ai pas honte de perdre, j'adore perdre. Et j'ai pris des grosses volées, tu vois. Franchement, personne ne gagne tout le temps. Mais par contre, si tu me bats une fois, tu peux être sûr que je vais revenir et je vais essayer de te battre après. Je n'abandonnerai jamais, tu vois. Et cette résilience-là, c'est ce qui m'a permis de toujours monter plus haut. Et là, Feed, c'est cool. Et tu vois, il y en a plein qui pensent que c'est un beau succès. Et je suis persuadé qu'on va en faire une super belle aventure française et mondiale. Mais je sais que c'est rien par rapport à ce que je vais faire après. Parce que je dois faire plus, tu vois. C'est comme ça. Et c'est pas une question que, tu vois, je me la pète ou si voilà, j'ai besoin, tu vois, de juste de toujours l'ambition, apprendre. Je veux faire plus. Mm. Et c'est ce que je demande aussi à mes équipes. Je leur dis ne soyez pas satisfaits de ce que vous avez fait. Le soir, quand vous vous couchez, demandez-vous comment j'aurais pu faire mieux. Et en te poussant à faire mieux, ça peut être que bénéfique. Alors après, faut pas que ça devienne une maladie. Tu vois, faut pas être toujours malheureux parce que. Mais il faut te challenger, tu vois, toujours. Et avec les gens, c'est pareil. Je me dis comment j'aurais pu être plus sympa avec cette personne. Est-ce que j'ai pensé à lui faire plaisir, tu vois. Et je pense que si tu te challenges sur tous les sujets, tu deviens un humain meilleur. Et si tu me compares aujourd'hui par rapport à ce que j'étais à 20 ans, ça n'a aucune commune mesure, tu vois. À 20 ans, j'étais un petit con. C'est normal. J'écoutais que moi. Maintenant, tu vois, je suis beaucoup plus dans l'écoute et je suis sûr que dans 10 ans, je me dirais, mais à 30 ans, j'étais encore un petit con, mais je m'en rendais pas compte, tu vois. Donc, continue à évoluer. Et durant ces 3 ans, donc Feed a levé un peu moins de 20 millions, je crois que c'est ça. Ouais, plus en fait, parce qu'on a fait... on a levé 500 000, 3 millions, 15 millions. Il y a une dernière grosse levée qu'on n'a pas disclose en fait. Donc on a levé plutôt aux alentours de 40. Ouais. Très bien. Votre arrivée sur le marché Feed, est-ce qu'il y a des boîtes qui ont essayé de vous mettre des bâtons dans les roues? Ouais, ça a été, nous ça a été la guerre comme d'habitude. C'est un marché hyper complexe. Marché très complexe à tous les égards. C'est-à-dire qu'on avait des concurrents qui n'étaient pas contents. Toutes les marques de régime qui en fait leur principe c'était de vendre cher un produit avec très peu de calories et de nutriments à l'intérieur pour te faire perdre du poids. Nous, on prenait le côté inverse. On disait, on va vendre un produit pas cher avec tout ce qu'il faut à l'intérieur. Et donc, du coup, on tue un peu le marché parce qu'ils vendaient ça à 5 € et nous, à 3 €, on vendait un truc où il y avait 3 fois ou 4 fois ce qu'eux vendaient dans une barre ou un berlingot, quoi. Donc, si tu veux, les mecs, ils n'étaient pas contents. Et surtout, comme on a été très déterminés, on a levé tellement d'argent, on a été tellement vite qu'on a tué le marché. C'est-à-dire que tu pouvais pas lutter contre Feed. Et c'est pour ça que la plupart sont morts depuis. Ou survivent. Tu vois, les mecs, ils ont la tête comme ça, il y a de l'eau qui rentre un peu dans le nez, c'est dur, tu vois. Parce qu'en fait, on n'est pas là, nous, pour faire des cadeaux. Et en fait, on va les exterminer, tu vois. On sait qu'il y en a encore un ou deux qui survivent. J'en fais une affaire personnelle de les détruire, tu vois. Parce qu'en fait, gagner n'est pas suffisant. Ouais. Il faut que les autres échouent. Tu vois, et il y en a qui vont dire c'est trop guerrier, c'est trop si. Mais on n'a pas le temps de faire des sentiments. L'écosystème startup où on te dit c'est important, tu sais, de prendre des verres avec tes concurrents parce qu'au final, plus vous êtes nombreux, plus vous allez ouvrir le marché. Moi, je veux ouvrir le marché tout seul. Je veux pas que les concurrents y profitent. Quand j'ai commencé, je me souviens encore de ce rendez-vous lunaire où j'avais mes 2 concurrents qui sont morts depuis, qui m'avaient dit venez, on prend un verre. J'avais été par curiosité. Et qui m'avait dit alors on se sépare le marché, nous on fait les sportifs, toi tu fais les étudiants et toi tu fais chez. J'aurais dit mais en fait les mecs, dans quel monde vous vivez? Moi en fait je vais tout faire, tu vois. Je vais pas te laisser les étudiants et toi c'est le meilleur gagnera, tu vois. Je suis pas dans le partage, que ce soit en vie privée ou en business. Moi je suis là pour gagner. Et en fait c'est horrible parce que je sais que par notre victoire, on va casser des familles. Par notre victoire, on va casser des vies, entre guillemets, parce qu'il y a des gens qui vont perdre leur emploi, il y a des gens qui vont, les CEO, perdre 4-5 ans de leur vie pour au final sortir avec 0 balle. Mais c'est le jeu, et moi je dois le faire pour sauver mes proches, entre guillemets, pour sauver mon équipe à moi, tu vois. Et donc c'est la guerre.
Et les startups, c'est pas un monde de bisounours Mais c'est clair. où tout le monde est là pour s'aider. C'est- C'est des incubateurs là où ils se parlent tous, machin, ils s'échangent leurs outils, leurs data. mais C'est je comprends pas, quoi. c'est une course contre la montre. Et puis, justement, c'est des business où très rapidement, je sais pas, si demain le concurrent américain se lance sur le marché français, Bien sûr, il Donc faut aller c'est- vite. c'est Et lui, ça. il va pas nous faire de cadeaux. Exactement. Et on a des concurrents qui sont costauds. Et c'est pour ça que ça devient intéressant parce que les Français, on les a éclatés, tu vois. Et c'était vraiment pas, même pas drôle, tu vois. Genre, pas de retour, quoi. Tu vois, juste ils encaissaient. Donc c'était un peu, tu te battais contre un punching ball. Là, on est contre les Américains et les Anglais. Ça bouge un peu plus, tu vois. Un peu plus Et excitant. ils ont beaucoup plus d'argent. Ils ont beaucoup plus de moyens que nous. Et donc là, ça inverse le combat. Parce qu'on a moins de moyens et on doit réussir à gagner en étant plus malin, tu vois. Et donc là, c'est cool. Et en fait, plus ton adversaire est fort, plus t'apprends. Et c'est typiquement pour ceux qui sont de la même génération que moi, 88, Dragon Ball Z et compagnie, Sangoku, il kiffe quand le mec il est plus fort que lui parce que ça l'oblige à devenir un Super Saiyan encore plus fort, tu vois. Bah nous, c'est un peu le même délire. Je suis content d'avoir Soylent en face de moi. Ils font 200 bâtons, ils valent 1 milliard. Ils nous font pas de cadeaux, tu vois. Des avocats, on reçoit des lettres tout le temps, des trucs. Mais c'est cool, tu vois, c'est le jeu. Ouais. Et là, c'est intéressant. Et en fait, c'est ça le business, c'est le combat. Et c'est un peu ce qui manque, je trouve, en France. L'écosystème, il est sain, il est mignon, tu vois. Il y a de l'argent, il y a des belles startups, il y a des fondateurs qui commencent à pousser un peu. Mais ça manque un peu de fight, tu vois. C'est sage. En fait, c'est très école de commerce, c'est très HEC. Et c'est normal parce qu'ils viennent tous de là, en fait. Oui, parce que la typologie des entrepreneurs est. C'est tous les mêmes et c'est très similaire. malheureux. Et moi, c'est mon grand combat. Les investisseurs, la plupart, c'est des banquiers ou des anciens banquiers qui viennent de grandes écoles. Et c'est des hommes blancs de 35 ans, hein, si je schématise le truc. Mais ils vont investir chez des hommes blancs de 35 ans qui ont fait les mêmes grandes écoles qu'eux et qui s'appellent deux machins de trucs, qui vit dans le 16e et qui a fait le même lycée qu'eux ou je sais pas quoi. Et en fait, ça, c'est pas normal parce que l'entrepreneuriat doit être la possibilité, la dernière chance qu'on va laisser aux gens de banlieue, aux handicapés, aux gens qui n'ont pas fait d'études. Moi, je m'en fous que tu fasses des fautes quand t'écris, en fait. Je te ferai pas écrire, je te ferai faire autre chose. Mais je veux que t'aies la dalle, tu vois. Et en fait, c'est ça l'entrepreneuriat, c'est l'ascenseur social qui est en panne. L'ascenseur social, aujourd'hui, il n'existe pas, tu vois, ça sert à rien de se voiler la face. Si tu nais en banlieue et que tes parents, ils parlent pas français, tu n'as aucune chance face à Jean-Eudes de je sais pas quoi, dont les parents vont lui payer des profs privés, vont le mettre à Henri IV et puis après à HEC. Tu ne peux pas lutter en fait parce que lui il parlera 4 langues quand toi t'en parleras même pas bien une. Tu vas te faire éclater. Et en fait l'entrepreneuriat c'est ta dernière chance de en tant que mec de banlieue te dire je vais gagner autant d'argent voire plus d'argent que Jean-Eudes parce que Jean-Eudes il va avoir peur, il va être dans son confort et il va partir tu vois dans les postes un peu classiques, confortables pour faire plaisir à papa maman. Et si tu enlèves cette possibilité tu casses le game. Et puis il aura pas cette niaque que toi tu peux avoir. Ouais, mais quelque part, il aura. Alors c'est clair que si toi, c'est tout ou t'arrives, rien. si t'arrives à passer le step des levées de fonds et que t'arrives à lever, la détermination et ta revanche t'aideront vraiment. Le souci, c'est que la plupart des entrepreneurs ne lèvent pas. Moi, j'ai de la chance parce que j'ai les codes quand même des personnes à qui ils ont l'habitude de parler. Je suis un homme blanc. Et je peux feinter que j'ai fait des grandes études. Tu vois, je parle à peu près bien, je fais pas de fautes quand j'écris, j'ai fait une fac de droit, donc même si j'ai pas fait HEC, j'ai pas de souci pour aller pitcher, je vais te faire un gros pitch, tu vois. Mais celui qui a pas l'habitude et qui se sent pas à l'aise, il va être exclu immédiatement. Et donc il pourra jamais se confronter à Jean-Eudes. Et c'est ça en fait qui est dramatique. Parce que si tu crois plus et que t'as plus d'espoir, ça va te donner des mouvements sociaux hyper puissants. À mon avis, c'est que le début. On a vu les gilets jaunes, etc. C'est pour moi les prémices, tu vois, parce que c'est pas organisé ça. J'admire l'énergie qui est déployée, tu vois, pendant 6 mois, tous les samedis. Je plus sois pas du tout les méthodes ni la finalité, tu vois, parce que c'est pas en pétant des vitrines et des voitures que tu défends un combat. Mais l'énergie qui est déployée est pour moi la conclusion de quelque chose qui ne va pas, tu vois. Parce qu'en fait, il n'y a plus d'espoir. Et à partir du moment où tu dis, de toute façon, perdu pour perdu, au moins je vais tout défoncer, tu vois, c'est pas la bonne solution, mais tu l'entends, tu le comprends, tu vois, le truc en mode, je vais me faire plaisir, je vais casser un peu des trucs, tu vois. Et cet espoir, on doit le redonner. Et l'entrepreneuriat, c'est ça, tu vois, c'est montrer des exemples. Montrer des mecs comme moi, et je suis pas le seul, hein. Il y a John de Aircall, c'est pareil, il vient de la DAS, il a pas de parents, enfin il a des parents évidemment, mais bon tu vois, il les connaît pas, machin. Non, mais si on a 1, 2, 3, 4, ben t'en as qui seront dans des situations horribles, qui vont se dire, si ces mecs là l'ont fait, ils sont pas plus intelligents que moi, je vais le faire aussi.
Tu vois. Et il n'y en a pas dans notre génération. C'est-à-dire qu'à Oh. l'époque, tu avais Simoncini, tu avais Xavier Niel, tu avais Benabou, tu avais des mecs, ils ont réussi, ils ont claqué des grosses fortunes. Tu vois, pas des 50 millions, des 500, 600 millions et des milliards pour d'autres. Notre génération, t'en as pas. On s'est reconventionnalisé et c'est terrible. Ton histoire, elle montre aussi que peu importe ton milieu, peu importe ton passé, ton passif, tu peux réussir, quoi. Ouais, tu peux réussir, mais il faut que ça devienne une norme, tu vois. Il faut qu'il y en ait plein des Anthony Bourbon. Et c'est pas normal que tout le monde dise « Ouais, Anthony, il est hyper clivant ». En fait, je suis clivant parce que je suis un peu le seul à porter ce message, parce que les autres, ils n'assument pas, tu vois. Ouais. Parce que si tu regardes leur parcours, va sur leur LinkedIn, tu prends tous les CEO de start-up en ce moment qui cartonnent un peu à Paris, pas donner de nom et tout pour pas mettre... déjà que tout le monde me déteste. Tu tapes sur internet, c'est ouf. L'autre jour, on m'a dit Anthony, fais attention quand même. Il y a marqué le plus détesté de France et tout. Il y a des podcasts. J'ai vu ça. C'est un truc de ouf. Le alors plus que je dis rien de la place parisienne. Ouais, c'est fou, tu vois. Alors que je m'en suis jamais pris à personne, de moins publiquement, tu vois. J'ai eu 2-3 histoires en off. Parce que moi, j'aime bien dire les choses clairement, tu vois. Donc quand il y en a un qui parle, je vais le voir, tu vois. Mais ouais, c'est pas normal qu'il y ait les fondeurs d'un côté et une ou deux exceptions de l'autre. Ça doit s'inverser. Et ça viendra principalement des investisseurs. Et quand les investisseurs, ils mettront de l'oseille sur les gens différents, ça commencera à aller mieux. Et c'est pour ça que moi, en tant qu'investisseur, je mets des gros tickets sur les mecs qui viennent d'en bas, qui ont la dalle. Et même s'ils n'ont pas les codes, je sais que c'est eux qui vont y arriver parce que si on arrive à les pousser et qu'on leur ouvre notre réseau, ça va prendre. Parce qu'ils ont une revanche. En fait, la haine, elle peut être hyper fédératrice, hyper positive. Tant que tu la maîtrises, il ne faut pas qu'elle te consume. Tu vois, c'est-à-dire que si tu as de la haine et que tu veux juste casser des genoux et péter des vitrines, c'est pas bon, tu vois. Mais si tu as de la haine qui, quand tu hésites et que tu es fatigué, te permet de te dire allez, putain, je vais me venger de tous ceux qui n'ont pas cru en moi, ce professeur qui m'a dit que j'y arriverais jamais, mes parents qui m'ont dit que de toute manière j'étais un con, cet ami qui me disait que... Mais toutes ces accumulations, et on en a tous eu, on a tous des rancœurs envers la vie, tu vois, des injustices, on a tous eu des injustices, il faut s'en servir, tu les absorbes, moi je les garde. Et quand ça va pas, tu vois, je mets une musique un peu badante chez moi, et je m'énerve tout seul, tu vois, mais c'est assez spécial comme scène. Et je m'énerve vraiment, et après je vais me mettre à marcher parce que tu vois, il faut que j'expulse un peu l'énervement. Et ça me remotive pour un mois. Et là, boum, je repars pendant un mois et je défonce tout. Donc trouvez votre énergie, trouvez ce qui vous anime, et c'est ça qui va vous nourrir. Ok, pour revenir à Feed, on va parler forcément de ce revirement stratégique d'il y a quelques mois, notamment sur la gamme de produits aussi, et puis aussi sur la fondation Feedback. Est-ce que tu peux nous en dire plus ? Yes, ça faisait 3 ans du coup qu'on bossait avec les produits de base que j'avais créés grosso modo depuis le début. Packaging blanc, sympa, fruits qui volaient. Et on s'est concentré sur ce que nous disaient les consommateurs. Moi, je suis persuadé que les consommateurs ont raison. Nous, on est juste le bras armé des consommateurs, en fait. Et ce qui remontait, c'est que tous nos podcasts, nos interviews, nos prises de parole étaient très énergiques, très ambitieuses. Tu vois, ça mettait de la pêche, mais ça ne se ressentait pas dans nos produits. Quand les gens recevaient les produits, ils disaient, je le vois pas, ça, ouais, je vois une fraise qui vole, mais elle est où la détermination ? Et c'est pour ça en fait qu'on a changé complètement notre charte graphique et qu'on a mis des mots très forts, comme on le voit à la télé ou sur n'importe quel packaging, il va y avoir des mots oser, exister, agir, entreprendre. Et du coup, quand tu manges ton feed, tu le fais pas seulement pour avoir des nutriments, des protéines, des lipides, des glucides, mais pour avoir un boost de motivation, tu vois. Et pour te dire, si eux ils l'ont fait chez Feed, alors qu'ils ne rentrent pas dans les cases comme nous, pourquoi nous on n'y arriverait pas ? Et c'est ce qui revient, tu vois, de nos consommateurs, c'est le dépassement, c'est l'envie d'atteindre ses objectifs. Et quand je parle d'objectifs, c'est pas forcément de l'argent, tu vois, c'est je veux devenir un bon musicien, un grand sportif, je veux sauver la planète, je veux voyager, je veux passer du bon temps et profiter de mes amis, j'en sais rien, peu importe. Mais Feed va te libérer du temps et te rappeler que tout est possible. Donc à toi de te fixer tes objectifs, et après de te dépasser parce que rien ne vient facilement. Donc on a changé l'intégralité de la charte, on a retravaillé les recettes en tenant compte des remarques qui nous avaient été faites pendant 3 ans, il y avait trop de sucre, machin, on avait beau expliquer que c'était de l'isomaltulose, donc c'est pas du mauvais sucre. Bon, les gens ils voyaient marqué sucre, ils buggaient, donc on a dit ok fine, on va vous l'enlever. On a remplacé l'isomaltulose par des flocons d'avoine, des graines de sarrasin, des trucs qui sont plus naturels et qui font moins peur. Et du coup, bon, ben voilà, on a divisé par 8 les taux de sucre, donc il n'y a plus que 3 ou 4 grammes de sucre par recette. C'est vraiment meilleur, plus naturel. On a été aussi beaucoup plus éco-responsable, donc on a coupé nos bouteilles plastiques transparentes, qui étaient notre produit pourtant iconique. Oui.
mais on a préféré perdre du chiffre d'affaires à court terme pour planter des valeurs long terme, parce qu'on est persuadé que le business, c'est un infinite game. C'est-à-dire que c'est pas comme au football ou au rugby, tu as l'arbitre à la fin qui siffle la fin du match, c'est infini. Et donc en fait, il faut pas se projeter à 2 mois, 6 mois, il faut se projeter dans 10 ans. Si tu veux devenir une marque générationnelle, comment tu fais, tu vois. Et donc ça, c'est hyper cool parce que on a économisé 300 tonnes de CO2 par an avec ces nouveaux emballages. On n'utilise que du papier recyclé, recyclable. C'est ça. Et ça nous permet d'avoir un véritable impact sur l'écosystème et d'expliquer aux consommateurs, quand vous mangez du feed, évidemment, c'est bon pour vous. Évidemment, le branding, il est sympa et vous pouvez expliquer à vos potes pourquoi vous consommez ça. Mais aussi, vous montrer au monde entier que vous avez conscience en tant qu'humain que votre petit plaisir organoleptique personnel n'est pas le seul critère à prendre en compte. L'impact que tu as sur la planète est super important. Et c'est ce qu'on démontre avec Feed et c'est pour ça qu'on a changé le branding. Mais c'est ça, c'est un revirement hyper stratégique. Enfin, c'est pas que l'identité, tu as aussi des nouvelles recettes, des nouveaux packaging qui sont justement éco-responsables. Enfin, c'est top. Et puis à côté de ça, il y a la création de cette fondation qui s'appelle Feedback. Je trouve le nom sympa. Est-ce que tu peux nous en dire plus là-dessus? Feedback pour give back, renvoyer l'ascenseur, c'était clé pour nous. Depuis le début, je voulais le faire. On attendait, on avait toujours plein de projets sur le feu. Et là, on l'a lancé. On n'a pas communiqué dessus au début pour que ce soit le moins marketing possible et que ce soit vraiment authentique. L'idée, c'est qu'on va donner 1% de notre chiffre d'affaires depuis 1 an et demi maintenant à des jeunes qui sont très ambitieux, mais qui, comme moi, n'ont pas eu de chance dans la vie. C'est-à-dire qu'ils sont nés handicapés dans une famille dangereuse ou dans une famille immigrée ou ils ont fait des conneries quand ils étaient jeunes et ils n'arrivent pas à remonter la pente. On va les aider. On se moque de leur choix, on va dire, du passé. Et peu importe leur objectif du futur, la seule chose qu'on leur demande, c'est de rêver grand. Donc l'objectif, c'est de les accompagner en passant du temps avec eux, en les coachant, en les finançant, en leur ouvrant notre réseau qui est quand même assez conséquent aujourd'hui, de telle sorte à ce qu'ils puissent atteindre leurs rêves. On n'y arrive pas toujours, parfois on échoue, mais ça fait partie aussi, tu vois, de l'aventure. Et le dernier en question, c'est Axel Alétru, c'est assez incroyable. C'est un ancien champion du monde de motocross. Il se pète la colonne vertébrale lors d'une course et les médecins lui disent tu vas plus jamais marcher, t'es un légume, machin. Et le mec, il dit non, moi je vais remarcher, je vais refaire des trucs. Et les médecins disent mais en fait ne perds pas ton temps, c'est impossible pour telle raison scientifique, je sais pas quoi. Et en fait, il s'est créé ses propres attelles lui-même alors qu'il n'était pas ingénieur. Il s'est entraîné pendant des mois et des mois pour pouvoir reprendre petit à petit un peu de muscle dans les jambes. Et il a réussi à compenser de je sais plus quelle manière. Et il arrive à remarcher aujourd'hui. Et il est venu nous voir en disant je veux montrer à tout le monde que la revanche est jouable. Et j'avais promis à mon père qu'un jour je ferais le Paris-Dakar et je veux le faire. Mais qui me dit ça, moi évidemment ça m'excite, tu vois, je me dis putain on va faire un truc de ouf. Et donc on participe, on l'aide, mec fait le Paris-Dakar et il ne fait pas que participer, il gagne dans sa catégorie contre les valides. Le truc est fou en fait. Solide. C'est solide, et c'est la preuve incarnée de Feedback en fait. Le gars il est là pour montrer que même si le monde entier te stigmatise, t'ostracise, te dit que ta vie est terminée, si toi tu sens que tu as encore quelque chose à jouer, fais-le à fond. Parce que tu regretteras toute ta vie si tu t'es pas écouté et si tu as des remords. Donc bombarde, tu vois. Vaut mieux avoir des regrets que des remords. Donc tu y vas à fond. Et la fondation, c'est une vraie chance pour nous parce que, évidemment, ça permet de faire mieux comprendre la marque au grand public et de montrer que Feed, c'est un repas qui a une portée bien plus grande que simplement apporter de la nourriture. C'est bon pour notre équipe parce que ça les motive à venir travailler le matin. Et moi, personnellement, ça me rappelle aussi que je ne dois pas tomber dans ma zone de confort parce que je suis au quotidien avec des gens qui souffrent, qui ont mal. Et ça me rappelle d'où je viens. Et je ne veux surtout pas m'embourgeoiser et devenir un anti. Et parler avec des gens qui ont la haine, ça m'en redonne. Et je me dis attention parce que ces jeunes-là, un jour, ils vont te dépasser, tu vois, si tu t'embourgeoises. Et donc, c'est bénéfique pour tout le monde. C'est gagnant-gagnant et on adore ça. On y passe beaucoup de temps et c'est trop cool. Carrément. Et puis, dernière question par rapport à Feed, c'est quoi l'objectif de ces prochaines années? Même si j'ai bien compris que c'était le milliard. Enfin voilà, l'objectif, il n'y en a pas en fait. Enfin, il faut continuer au max. C'est-à-dire qu'on n'a pas de limite. Ça peut paraître hyper présomptueux, mais c'est véridique. Je pense que l'humain, s'il est chaud, déterminé, résilient, ambitieux, travailleur, bien soutenu et qui fait les bons choix, il peut faire des choses exceptionnelles. Je vois des grands groupes alimentaires aujourd'hui qui font 80 milliards, 50 milliards de chiffre d'affaires en 20 ans, 50 ans. Pourquoi nous, on ne deviendrait pas
le prochain grand groupe. Aujourd'hui, on fait de la smart food. C'est des produits qui sont sur un trend de très haussier, alors que les produits, on va dire, des grands groupes dont je parle sont tous plutôt baissiers. Le lait, les sodas, les bonbons, ces trucs-là, les gens n'en veulent plus. Et il y aura une inversion des courbes à un moment ou à un autre. La seule question, c'est quand. Et est-ce qu'on va être assez bon pour réussir à s'imposer et avoir cette vision-là. Donc on va tout faire pour, on va bosser. Une vie, c'est long. Le business, c'est long, c'est pas facile, c'est pas des trucs que tu fais en 2-3 ans, là c'est plus des marathons, mais en même temps dans ton marathon tu as plein de sprints à réussir. Donc on va faire le maximum de ce qu'on peut, et en vrai je le fais même pas pour moi, je le fais pour l'histoire, tu vois. Et quand je dis l'histoire, c'est pas l'histoire avec un grand H majuscule, mais pour les jeunes qui n'ont pas cette chance d'avoir cru en eux, je veux leur dire allez-y. Et si par notre réussite finale on arrive à motiver 1, 2, 3, 4 jeunes à lancer leur boîte et à réussir, bah ce sera déjà ça, tu vois. Ça voudra dire qu'on aura participé à notre modeste échelle à changer un petit peu l'écosystème. C'est une mission. Mission, promesse. On est en combat perpétuel. C'est clair. Et donc on va passer à une autre phase du podcast, c'est la partie post-Covid. Comment s'est passé le confinement d'un point de vue business, mais aussi d'un point de vue personnel? Ça a été une étape exceptionnelle, ce confinement. Alors ça paraît bizarre, parce que moi en plus j'ai eu le Covid en mode un peu violent. Okay. Mais ça m'a permis de me poser plein de questions, tu vois. Et j'ai fait un peu un ménage dans ma vie personnelle, sur le business model de Feed. On s'est posé, chose qu'on n'avait pas le temps de faire en temps normal, parce qu'on était toujours dans la course, etc. Là, tu es obligé de te poser, tu es obligé d'être au calme. Je suis resté 2 mois chez moi, tout seul, dans un appart. Qui est pas très grand. Je fais exprès d'avoir un petit appart parce que je trouve que ça me permet de rester connecté, tu vois, à la réalité. Tous mes potes se moquent de moi d'ailleurs, mais c'est pas grave, j'aime bien mon petit appart. Parce que j'ai du mal en fait à payer un appart très cher. Je pense que le marché est trop haut, et comme je fais de l'immobilier avant, ça m'embête de payer un truc trop cher, tu vois, j'y arrive pas. Et j'ai pas envie de payer un loyer à 5000 balles par mois. À la fin de l'année, j'ai perdu 60 000 balles. Ouais, c'est clair. Pas logique, tu vois. Si tu me dis achète une grosse voiture, je peux le faire. Parce que je sais que la voiture, je vais la revendre mieux parce que je vais bien l'acheter. Achète une montre, achète ci, achète ça. Mais un loyer qui disparaît, j'ai du mal, tu vois. Mais parce que je suis un ancien pauvre, donc j'ai encore mes réflexes, tu vois. Et donc tout ça pour dire que j'étais dans un petit appart. Et ça a été biblique, en fait, cette situation, parce que sur le moment, c'était extrêmement difficile. Mais je suis intimement convaincu que dans quelques années, quand on vendra Feed et que tout ira bien dans ma vie, que je serai marié avec des enfants et que j'aurai du temps pour toutes ces conneries, je me dirais heureusement qu'il y a eu le Covid, tu vois. Parce que sinon, j'aurais jamais pu devenir ce que je suis aujourd'hui. Donc, mon futur moi me remerciait d'avoir eu le Covid. Tu vois, quelque part, c'était très bizarre. Et même pour Feed, on a repensé le modèle, on a réfléchi à des trucs qui étaient beaucoup plus terre à terre. On s'est dit, bon, allons chercher un peu des bidas maintenant, tu vois, qu'on a beaucoup grossi. C'est bien la croissance folle. Mais n'oublions pas non plus les bons vieux basiques. Tu vois, la bottom line, c'est quand même celle-là qui fait que la boîte peut vivre par elle-même en standalone et que tu n'es pas obligé de lever constamment de l'argent. Réorganisons l'org chart, allons négocier les contrats. Et on a refait des trucs qu'on faisait au début, et c'est le déclencheur de ce que je te disais tout à l'heure, le retour à la phase 1. Le retour à la phase 1 vient du Covid. Donc, au final, une opportunité, une aubaine, j'ai envie de dire. Et ça nous a permis de nous réinventer et de vous avez soutenu le milieu hospitalier aussi, j'ai cru voir ça. Ça nous a aussi permis effectivement de repenser le marketing. On a donné plus de 200 000 repas, et du coup j'ai annulé toutes les campagnes télé, les campagnes métro, et au lieu de dépenser de l'argent bêtement, je me suis dit on va dépenser de l'argent pour aider les gens. Ça nous a permis, de créer une belle marque et de faire comprendre à quoi ça servait, et d'aider des gens factuellement qui vraiment, moi j'ai pu les voir parce qu'on a distribué du repas. On a monté aussi un autre projet qui s'appelle Protège ton soignant, où on a levé plus de 8 millions d'euros. Et ça a aidé énormément le pays, tu vois, et les hôpitaux de manière générale. Et j'ai vu le travail qui a été fait par le personnel soignant. C'est exceptionnel, tu vois. Enfin, c'est incroyable. L'abnégation dont ils ont fait preuve, il faut les aider. Et c'est aussi le rôle de toute marque de le faire, selon moi. On est à une époque où si tu n'es pas engagé et que tu ne défends pas des valeurs, tu n'es plus une marque. Parce que le consommateur n'achète pas un produit, il achète une vision, il achète un lifestyle, il achète quelque chose de puissant. Et du coup, nous, on s'est engagé assez naturellement. Et là aussi, le Covid nous a montré que ça pouvait être une nouvelle manière de faire du marketing, et que tu vois, dépenser 400 000 euros, tu pouvais le faire soit en distribuant des repas, soit en faisant de la télé un peu basique. Plutôt que de faire une pub pourrie à la télé qu'une personne sur deux ne regarde même pas,
bon ben on va aider des soignants. Et nos prochaines actions iront dans ce sens-là. Ce sera beaucoup plus logique, il y aura beaucoup plus de sens. Et on va réinventer tout ça. On va arrêter le marketing. On a déjà arrêté le marketing un peu spammant, tu vois, où tu es sur les réseaux sociaux et tu dis achète mon produit, achète mon produit. Ça saoule les gens. Tu racontes pas une histoire en faisant ça. Donc ouais, hyper intéressant. Et le Covid, comme pour toutes les boîtes, a été compliqué pour Feed, à part 2-3 exceptions, tu vois, où les mecs, leur business model a explosé parce qu'ils livraient de la bouffe fraîche ou des trucs comme ça. 90% des boîtes ont quand même souffert. Ça a été dur pour nous, mais avec les aides de l'État et avec la restructuration qu'on a faite, honnêtement, on n'était pas du tout inquiets. Et là, on est reparti à fond les ballons parce que le rythme fou des grandes villes a repris très rapidement comme on s'y attendait. Je pense que l'humain n'est pas capable d'apprendre de ses erreurs et que c'est pour ça qu'à un moment il s'auto-détruira et qu'on mourra tous en fait. Je suis pas très... Vision très optimiste. Ouais, je suis pas très optimiste sur ce truc-là et l'histoire me donne raison en fait. Tu vois, tu n'apprends pas et tout le monde disait oui, avec le Covid, vous allez voir, les gens vont mieux consommer, vont moins utiliser leur voiture. Une semaine après, je regardais le périph', c'était plein et c'était chargé. Malheureusement, tu vois, le rythme de vie fait qu'on doit gagner de l'argent, qu'on doit payer nos loyers, qu'on doit payer... l'humain s'autodétruira par lui-même et le Covid était quand même la 7e version du SARS, donc c'était pas la première fois qu'on était confronté à ce virus. On savait qu'il fallait faire attention et aucun pays ne s'est préparé alors qu'il y avait déjà eu quand même des gros signaux d'alerte et le Covid, il y en aura un prochain dans 6 mois ou dans 1 an. Enfin, je pense que c'est le début du bordel on va tomber dans une situation et moi je suis content en fait et ça paraît bizarre, les gens vont gueuler encore mais c'est cool. Moi j'aime les crises, j'aime quand il y a des grosses périodes de guerre. Alors c'est bizarre, mais là pour le coup c'est même pas une guerre entre humains, c'est une guerre de l'humain contre la planète. C'est la planète qui va se défendre, mais ça va donner aux pauvres, aux gens d'en bas, la possibilité de réagir très vite et de créer des business models au profit de la crise, tu vois, en se servant de la crise, parce que tu as 2 manières de réagir. Soit tu dis c'est vraiment injuste la crise, ma boîte a marché bien, Feed, tout allait bien et on s'est pris une crise dans les dents, c'est injuste, le monde est contre moi, Calimero. Ou alors tu dis bon, opportunité, comment je peux faire pour économiser un peu d'argent là-dessus? Est-ce que c'est pas le moment que je réorganise mon équipe? Est-ce qu'il faut pas lancer un nouveau produit, penser à un nouveau modèle de distribution? Et tu peux inverser la crise. Et les riches, comme ils sont dans le confort, ils vont se laisser affaissés par la crise, tu vois. Alors que les pauvres, ils vont avoir des idées, ils vont trouver des business. Donc j'espère qu'il va y avoir de nouvelles crises. Très bien. On peut pas finir ce podcast là-dessus. Très clairement, alors le temps nous rattrape, il nous reste 10 minutes. Je vais te poser encore quelques questions assez rapides. La première, c'est est-ce que tu peux me citer 3 personnes qui t'inspirent? Alors ça, c'est toujours la question piège pour moi et je peux pas te donner de nom parce qu'en fait, je ne suis pas inspiré par les gens qui ont déjà réussi. Je suis inspiré par les gens qui sont en train de lutter, de struggle comme moi je luttais à l'époque. Donc tu vois, tous ceux qui m'inspirent, c'est les jeunes qui galèrent aujourd'hui, ceux qui sont dans les banlieues, ceux qui sont handicapés, ceux qui ont des parents violents, ceux qui sont pauvres mais qui vont quand même à l'école, qui essaient de se former. Eux, je les kiffe. Vraiment. C'est comme réponse. Un livre à conseiller? Un livre... tout à l'heure je disais Infinite Game, donc je peux rebondir sur celui-là. Simon Sinek qui est intéressant, où il explique justement que le business c'est long et qu'il faut avoir une vision assez long terme. Sinon des biographies, il y en a plein, mais celle de Schwarzenegger, celle de Maria Sharapova, c'est pas forcément business, mais ça montre qu'il n'y a aucune réussite facile en fait. Il faut se battre. Et que même si moi le premier, quand je passe à la télé, je vais toujours donner des messages positifs parce que c'est le business et donc tu vas pas dire c'est dur. Aucune réussite n'est facile, il n'y a pas de succès rectiligne. Feed n'a jamais fait ça. Feed, c'est ça. Ce qui compte, c'est qu'on monte, toujours, globalement. Donc, lisez des biographies de personnes qui ont échoué ou réussi. Et il faut aussi lire des trucs de gens qui ont échoué parce que tu dis, je vais pas faire la même erreur que lui. C'est toujours les mêmes erreurs. Tu prends les mecs, trop d'argent, ils l'ont mal dépensé, les nanas, la drogue, l'alcool, les soirées, le risque, les jeux. Bon, globalement, tu as 10 risques à pas faire quand tu es en train de réussir. Carrément. Si tu les as identifiés, tu te sauves déjà. Carrément. Un film à me conseiller? Un film... Je réfléchis, attends. Je sais pas qui t'a marqué. Ou... J'en ai plein, mais... Il m'en faut un. Attends, si je dois en donner qu'un... Ça va paraître bizarre, mais je vais dire Scarface. Parce que, pareil, comme pour les biographies, tu vois, tout ce qui mène
à la réussite, mais ce qui t'amène aussi à l'échec. Donc Scarface ou Blow, tu vois, un des deux. C'est tous les deux dans des business un peu chelous. C'est de la poudre aussi, remarque. Mais tu vois, le mec, il réussit par son travail, son abnégation, et puis après, quand il arrive en haut, il chute. Donc le message, c'est faites bien attention, parce que moi, je vois beaucoup de gens qui ont réussi autour de moi, mais j'en vois aussi beaucoup qui chutent après leur réussite. Donc, il suffit pas de réussir, il faut réussir et maintenir un équilibre de vie qui soit sain. Et ça, c'est super dur en fait. Parce que c'est très simple de devenir riche. En fait, je veux dire, ton lifestyle, il évolue de manière positive. Donc, si tu as de l'argent, tu vas t'adapter en tant que riche. Mais quand tu passes de riche à pauvre, là, c'est beaucoup plus dur. Parce que tu t'es habitué à un rythme de vie. Et derrière, c'est compliqué, tu vois. Quand tu reviens avec des fringues pourries, des vêtements, de la nourriture pourrie, que tu pars plus en vacances et que tu peux plus suivre tes potes dans leur délire, là, c'est compliqué. Donc, vous devez réussir. Et après, vous maintenez cette réussite. Très bien. Une musique à conseiller ? Une musique. Moi, j'aime beaucoup la musique classique. Tchaïkovski, que quand j'étais petit, c'est le seul truc qui me calmait. J'écoutais beaucoup de Tchaïkovski, Beethoven, Chopin, mais ça fait un peu un télo, donc c'est pas trop moi. Mais sinon, moi, ce que j'écoute beaucoup de Booba aussi, parce que alors, je suis très mix. Hein. C'est un entrepreneur. Et c'est ça qui est sympa. Moi, Booba, j'adore. Il y en a plein qui vont le critiquer, même si évidemment, je suis plus fan de ses anciens sons que de ses nouveaux. Un peu plus, on va dire, pop, machin. Le mec, ça fait quand même 20 ou 30 ans, je sais pas, qui tient le pavé, quoi. Et il est hyper bon. Et c'est un entrepreneur. Il maîtrise le bad buzz. C'est un marketeur. C'est un super marketeur parce qu'il a compris comment créer du buzz. Les gens s'excitent, il est con, il est machin. Mais oui, mais en attendant, vous parlez de lui. Et il a une notoriété exceptionnelle à chaque fois qu'il sort un son. Puis il en a torché un paquet des rappeurs, tu vois, dans tous ses clashs. Il est toujours là. Couche un par un. C'est ça. Et il est bon, c'est un marketeur. Et c'est un bon marketeur. J'aimerais bien parler avec lui un jour. Pareil. Clairement. Et dernière question pour ces petites questions rapides. Si tu pouvais racheter n'importe quelle société, qu'est-ce que tu rachèterais ? C'est difficile. Hein. Ouais, c'est dur. Moi, tu vois, pour le coup, ça, c'est un business où je suis super mauvais. Autant je suis un bon investisseur, j'investis toujours dans les nouveaux projets, mais je suis pas trop LBO et compagnie. Mais, pour le kiff. Hein, pour le kiff, si j'avais le choix... Ouais, j'aimerais bien racheter un truc futuriste, tu vois, j'aimerais bien racheter un truc un peu comme Elon Musk qui fait là avec les fusées où il envoie les humains sur Mars. SpaceX. Je trouve ça incroyable, tu vois. Et c'est la preuve pour moi qu'un humain peut changer quand même le destin de l'humanité. Alors tout le monde ne sera pas Elon Musk, hein, évidemment. Mais en attendant, il a la frontière de la folie ou du génie, tu sais jamais, il aussi, tu vois. Mais le génie, tu le définis toujours à l'aune de sa réussite. C'est-à-dire que s'il réussit, tout le monde va dire il est exceptionnel. Et s'il échoue, tout le monde va lui tomber dessus en disant c'était un malade. C'est toujours comme ça. C'est comme le mec de WeWork, il était à deux doigts de réussir. Ça aurait pu être le plus grand génie, puis c'est devenu le pugilat, tu vois. Donc non, ouais, une boîte de l'avenir. Et je pense qu'il y a des boîtes à créer, des billion dollar compagnies qui vont tomber. Et je pense que ce sera la prochaine, tu vois. Feed, on va faire un gros truc, c'est sûr, mais de la vraie grosse billion, tu vois, il faut faire. Et il y a de la place. Il y a de la place, il faut juste penser loin, il faut se demander ce dont l'humain va avoir besoin dans 10 ans, tu vois, faut pas penser maintenant. Et ouais, une boîte comme ça qui va changer l'avenir de l'humain, je trouve ça hyper intéressant. Carrément. Et puis il nous reste 5 minutes pour 2 dernières questions. Y a-t-il une question que tu aurais aimé que je te pose mais que je ne t'ai pas posée ? Si c'est pas le cas, ça me va très bien. Non, honnêtement, c'était intéressant. Tu as bien vu, j'ai rien préparé, j'avais même pas lu les questions avant. J'aime bien quand c'est naturel, comme ça, c'est plus cool. Pareil. Non, franchement, c'était hyper intéressant. Je vois pas de trou. Super. Et dernière question, quels sont les entrepreneurs que tu me conseilles pour un prochain épisode ? Dans les entrepreneurs sympas que j'aime bien en ce moment, il y a la team de Pony qui font des recommandés digitaux. C'est-à-dire qu'au lieu d'aller à la poste et de galérer pendant une demi-heure pour envoyer ton recommandé, bah, tu envoies un mail et ça a la même valeur juridique qu'un recommandé. Cool. Et c'est des mecs qui viennent de province. Donc j'aime bien, tu vois, parce que ils viennent pas du sérail, ils viennent pas ils ont pas les codes un peu comme moi, et donc je les trouve très bien. Quentin, je te mettrai en relation avec lui. Carrément. David des Miraculeux, parce que je trouve que c'est quand même une belle exécution qu'il nous a faite là cette année. Et puis le classique, tu vois, dont tout le monde parle, mais Justine Hutto, et pour la connaître, c'est assez incroyable. Je l'ai déjà rencontré. Elle est tout le monde, c'est un peu pareil, génial. On aime brûler les idoles, donc il y en a qui vont clasher, mais ce qu'elle a fait, ce qu'ils ont fait avec Thomas, son cofondeur,
c'est incroyable sans Mmh. dépenser un bal, faire autant de chiffre d'affaires et faire autant le buzz. C'est fou. Maîtrise de marketeur, c'est futur Booba. Non, mais c'est clair. C'est du futur Booba en puissance. Donc j'aime beaucoup parler avec elle et Thomas, ils sont top. C'est une belle équipe, ils sont hyper jeunes. Je sais pas qu'ils ont, ils doivent avoir 27 ans max, même pas. Et Moins, je ils crois. font des trucs de ouf. Donc trop cool. Ça montre qu'il y a quand même du sang frais dans l'entrepreneuriat et qu'il y a Carrément. des gens qui sont malins, qui hackent le système et ça fait Et qui plaisir. sont là pour dégommer des marchés. Exactement, on va torcher un peu les grands groupes. Ça va leur faire du bien. Anthony, je te remercie pour cet échange. Merci beaucoup. Moi, ce que j'aimerais, c'est potentiellement dans 1 an ou 2 ans, on se reparle pour Avec voir plaisir. un peu l'avancée de Feed et puis de ton parcours, de ton histoire. Donc, c'est des choses qui font plaisir. Voilà. Avec grand plaisir. Rendez-vous dans 2 ans. Super. Ciao. Merci beaucoup.